La porte de ma luxueuse maison de plage s'est ouverte, révélant deux visages que je n'avais pas vus depuis 12 ans. Eleanor, ma fille, et Gregory, son mari, se tenaient devant moi avec des sourires forcés et des yeux remplis d'un désespoir mal dissimulé. Leurs regards ont rapidement balayé l'intérieur de ma nouvelle demeure. Les meubles en cuir italien, la télévision de 70 pouces, la vue panoramique sur l'océan qui s'étendait derrière moi comme un tableau vivant représentant la liberté. « Maman », murmura Eleanor, la voix tremblante. « Il faut qu'on te parle. » Pendant 12 longues années, ces deux êtres humains m'avaient effacé de leur vie comme si je n'avais jamais existé. 12 ans sans un coup de fil, sans une invitation pour Noël, sans jamais rencontrer mes propres petits-enfants. Et maintenant, après que j'ai acheté cette maison de plusieurs millions de dollars comptants, ils apparaissaient sur le pas de ma porte comme des fantômes du passé, ne revenant que parce qu'ils avaient flairé l'odeur de l'argent. Je les ai observés en silence, notant chaque détail de leur apparence usée. Gregory essayait de regarder par-dessus mon épaule pour voir davantage l'intérieur de mon sanctuaire en bord de mer. Eleanor portait une robe verte délavée qui avait connu des jours meilleurs, et ses chaussures en cuir synthétique présentaient des fissures qui en disaient long sur leurs difficultés financières. Des rides d'inquiétude marquaient son front comme des sillons dans la terre sèche, et ses mains tremblaient légèrement en attendant ma réponse. « Parlez », ai-je répété avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Comme c'est intéressant. » Après 12 ans de silence absolu. « Maintenant, vous voulez parler. » La couleur a quitté leur visage comme s'ils avaient vu un fantôme. Gregory s'est raclé la gorge, mal à l'aise, ajustant la chemise froissée qu'il portait. Il était évident qu'il venait d'un endroit où les choses ne s'étaient pas passées comme il l'espérait. Leurs yeux ne pouvaient cacher le désespoir qui les avait conduits à ma porte. Pendant toutes ces années d'abandon cruel, j'avais survécu en vendant mes tartes et desserts faits maison au marché des producteurs de la ville. Chaque dimanche, alors qu'il profitait probablement de somptueux repas de famille dans des restaurants chers, je me tenais sous un soleil implacable, souriant à des étrangers qui appréciaient mes pâtisseries plus que mon propre sang. Mes mains étaient devenues rugueuses à cause du travail constant. Mon dos s'était voûté à force de porter de lourds paniers remplis de doux espoirs, mais ma fierté ne s'était jamais totalement brisée. L'arôme des desserts fraîchement cuits vivait encore dans mes souvenirs les plus chers. La cannelle finement moulue, l'extrait de vanille pure, la noix de coco grillée dorée à la perfection. Des saveurs qui remplissaient autrefois ma maison quand Eleanor était petite et qu'elle m'appelait la meilleure cuisinière du monde entier. Ces jours dorés semblaient appartenir à une autre vie, à une autre femme qui croyait naïvement que l'amour familial était inconditionnel et éternel. La transformation avait commencé progressivement après qu'Eleanor a rencontré Gregory lors de cette fête d'entreprise où elle travaillait comme secrétaire. Au début, il n'était que charme et courtoisie calculée. Il m'appelait sa chère belle-mère avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux et louait mes plats de Noël tout en planifiant secrètement comment éloigner Eleanor de mon influence. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer les changements subtils qui s'infiltraient dans notre relation comme un poison lent. Quand Eleanor mentionnait le fait de me rendre visite le week-end, il avait toujours une urgence professionnelle qui nécessitait son attention immédiate. Quand j'appelais l'après-midi pour entendre sa voix, il répondait au téléphone d'un ton agacé et promettait qu'Eleanor me rappellerait, ce qui n'arrivait jamais. Les messages se perdaient mystérieusement, les invitations étaient égarées, et les plans étaient annulés à la dernière minute pour des raisons de plus en plus tirées par les cheveux. Les exclusions ont commencé comme des oublis accidentels qui blessaient, mais que je pouvais pardonner. La remise de diplôme du MBA d'Eleanor, « Oh, maman. Nous pensions que tu avais déjà d'autres projets plus importants. » La baby shower pour sa première fille, ma petite fille, que je n'ai jamais rencontrée, c'était très intime. Juste ses amis les plus proches de l'université. La première communion de cette même petite fille, nous avons complètement oublié de te le dire. Tout s'est fait tellement dans l'urgence. Tu sais comment sont ces choses-là. Chaque excuse poignardait mon cœur comme un poignard emballé dans du papier cadeau avec des nœuds dorés. Je souriais, hochais la tête et faisais semblant de comprendre parfaitement leurs raisons. Ne t'inquiète pas, mon amour. La prochaine fois sera différente. Mais la prochaine fois n'est jamais arrivée, et mon téléphone est resté aussi silencieux qu'une tombe dans le cimetière où reposait mon mari. Les nuits sont devenues plus longues, les dimanches plus vides. Je cuisinais pour une seule personne, je parlais aux photographies sur les murs, et je célébrais mes anniversaires avec une seule bougie solitaire plantée dans un petit gâteau que j'achetais à la boulangerie de Monsieur Peterson. Il demandait toujours des nouvelles d'Eleanor, et je répondais toujours par le même mensonge. Elle est très occupée avec sa nouvelle vie.
Vous savez ce que c'est. Mais maintenant, debout sur le seuil de la maison de mes rêves, avec l'océan murmurant des secrets derrière moi et l'odeur salée de la mer remplissant mes poumons, je les voyais pour ce qu'ils étaient vraiment. Je les ai invités à entrer d'un geste élégant de la main, observant leurs yeux s'écarquiller à la vue du luxe qui m'entourait désormais. Le sol en marbre italien brillait sous la lumière naturelle affluant par les immenses fenêtres, reflétant leurs petites silhouettes nerveuses. Eleanor marchait derrière Grégory comme une ombre, gardant la tête baissée tandis qu'il évaluait chaque meuble, chaque œuvre d'art, chaque détail de ma nouvelle réalité avec l'avidité mal dissimulée d'un expert professionnel. « Asseyez-vous », ai-je dit en désignant le canapé en cuir crème qui avait coûté plus d'argent qu'ils n'en avaient vu ensemble depuis des années. « Je suppose qu'après tant de temps, vous avez beaucoup de choses à me dire. » Grégory s'est raclé la gorge, adoptant cette posture d'homme important qu'il utilisait toujours quand il voulait impressionner quelqu'un. « Annabelle, nous savons que cela fait quelques années que nous ne nous sommes pas parlé, mais... » 12 ans, les jeux interrompus d'une voix ferme. Pas quelques années. 12 années exactes depuis que vous avez décidé que je n'existais pas. Eleanor a finalement levé les yeux, et j'ai pu voir des larmes perler dans ses yeux, mais elle ne m'émouvait plus comme autrefois. J'avais pleuré trop de nuits seule pour permettre à ces larmes calculées de me manipuler maintenant. Maman, ce n'était pas notre intention. Les choses sont devenues compliquées. Le travail de Grégory. Les enfants. Les enfants que je n'ai jamais rencontrés, ai-je répondu, sentant la rage contenue pendant des années commencer à bouillir en moi. Mes petits-enfants qui ont grandi sans savoir qu'ils avaient une grand-mère qui les aurait aimés inconditionnellement. Pendant ces 12 années d'exil forcé, je m'étais construit une routine qui m'avait permis de garder toute ma tête. Chaque matin, je me levais à 5 heures, préparant mes desserts avec le même dévouement que je mettais autrefois à m'occuper d'Eleanor quand elle était bébé. La pâte à tarte exigeait de la patience. Le point exact du caramel nécessitait une attention constante, et le temps de cuisson ne pardonnait pas les erreurs. Ces recettes étaient devenues mon salut et mon gagne-pain. Les dimanches au marché étaient mon moment d'interaction sociale. Des femmes plus âgées comme moi venaient acheter mes douceurs et nous finissions par parler de nos vies, de nos enfants absents, de nos rêves repoussés. Martha, une veuve de 72 ans, est devenue ma confidente sans que nous ne l'ayons prévu. Elle aussi avait été abandonnée par ses enfants après leur mariage. Elle aussi connaissait la douleur d'être invisible pour ceux qui étaient autrefois le centre de son univers. Les enfants pensent qu'une fois qu'ils fondent leur propre famille, nous, les parents, ne comptons plus, me disait Martha en achetant 3 tartes à ramener à ses voisins. Mais quand ils ont besoin de quelque chose, oh, alors là ils se souviennent que nous existons. À quel point cette conversation avait été prophétique. Maintenant, en regardant Eleanor se tordre les mains nerveusement pendant que Grégory calculait mentalement la valeur de ma nouvelle vie, je comprenais parfaitement ce que Martha avait voulu dire. Le changement chez Eleanor avait été graduel mais implacable. Pendant les premières années de son mariage, elle m'appelait encore occasionnellement, mais les conversations étaient devenues mécaniques, remplies de silence gênant. Grégory était toujours présent en arrière-plan, se raclant la gorge ou faisant des commentaires qui coupaient nos discussions comme des lames tranchantes. « Ta mère a toujours un drame à raconter », l'ai-je entendu dire une fois quand Eleanor pensait avoir raccroché le téléphone. Ma mère ne nous embête jamais avec ses problèmes personnels. Ses problèmes personnels. C'est ainsi que Grégory avait classé ma solitude, mon désir naturel de maintenir le contact avec ma fille unique, mon besoin de faire partie de sa nouvelle famille. Tout ce que je ressentais et dont j'avais besoin avait été réduit à des problèmes personnels, qui perturbaient leur vie conjugale parfaite. Les invitations familiales ont commencé à arriver moins fréquemment jusqu'à disparaître complètement. D'abord, ce fut le dîner de Thanksgiving. Cette année, ce sera quelque chose en petit comité, maman. Juste nous 4. Ensuite, Noël, les enfants sont malades. Il vaut mieux repousser. Puis les anniversaires, tout est devenu compliqué avec le travail de Grégory. Chaque excuse était accompagnée de fausses promesses concernant une prochaine fois, qui n'arrivait jamais. Eleanor avait développé un talent particulier pour faire paraître chaque rejet raisonnable. Chaque exclusion semblait temporaire. Chaque abandon donnait l'impression d'être pour mon propre bien. Nous ne voulons pas que tu te sentes obligé de venir, maman. Tu es assez âgée pour te reposer et profiter de ta tranquillité. Ma tranquillité. Comme si la solitude était un cadeau que j'avais demandé. Comme si me réveiller chaque matin dans un appartement silencieux était mon idée du bonheur. Comme si cuisiner pour une personne et manger devant la télévision était ma définition d'une vie bien remplie.
Les années ont passé comme les pages d'un calendrier que personne ne lisait. Ma routine est devenue si prévisible que même le facteur savait exactement à quelle heure j'arroserais les plantes sur mon petit balcon. Lundi, préparer les tartes aux pommes. Mardi, les salades de gélatine de différentes saveurs. Mercredi, les gâteaux fondants au chocolat qui se vendaient comme des petits pains. Jeudi, les muffins qui parfumaient tout mon appartement. Vendredi, les chaussons aux épices et à la citrouille. Samedi, tout préparé pour le jour du marché. Dimanche, le marché, les dames, les conversations qui remplissaient temporairement le vide dans ma poitrine. Mais il y a eu aussi des moments d'une solitude si profonde que j'ai cru m'y noyer. Des nuits entières éveillées, à fixer le téléphone qui ne sonnait jamais, à attendre un SMS qui n'arrivait pas. Des Noëls célébrés avec des émissions spéciales à la télévision et un petit sapin artificiel que je décorais toute seule. Le réveillon du Nouvel An accueilli avec un verre de vin mousseux tiède et l'espoir renouvelé que ce serait peut-être l'année des retrouvailles. La douleur la plus aiguë survenait à des moments inattendus, quand je voyais des familles entières au parc. Quand j'entendais d'autres grands-mères parler de leurs petits-enfants. Quand je passais devant des magasins de jouets et que je me demandais ce qui plairait aux miens. Eleanor avait eu 3 enfants que je ne connaissais qu'à travers des photos floues sur les réseaux sociaux, que je consultais depuis de faux comptes, comme une espionne dans ma propre famille. Maman. La voix d'Eleanor m'a ramené au présent. Nous savons que nous avons fait des erreurs. Des erreurs? Le mot est sorti de ma bouche comme une balle. Effacer ta mère de ta vie pendant 12 ans était une erreur. Refuser à tes enfants l'amour de leur grand-mère était une erreur. Grégory bougea de façon inconfortable sur son siège, comprenant enfin que cette conversation n'allait pas se dérouler comme il l'avait prévu. Ses yeux continuaient de scruter mon salon, calculant, évaluant, planifiant son prochain mouvement comme l'expert manipulateur qu'il avait toujours été. Ce n'étaient pas des erreurs, ai-je continué, sentant la vérité jaillir de ma gorge comme de la lave chaude après des années de retenue. C'étaient des décisions conscientes, calculées et cruelles. Vous avez choisi de m'effacer de vos vies comme si j'étais un vieux meuble qui ne vous était plus utile. Eleanor a commencé à sangloter, mais ses larmes n'avaient plus le pouvoir de me désarmer comme autrefois. J'avais pleuré seul pendant trop de nuits, me demandant ce que j'avais fait de mal, comment j'avais échoué en tant que mère, pourquoi mon amour inconditionnel n'avait pas suffi à garder ma famille unie. Maman, s'il te plaît, laisse-nous t'expliquer, a tenté Eleanor entre ses sanglots. M'expliquer quoi? Ma voix s'est élevée sans que je puisse la contrôler. Vas-tu m'expliquer pourquoi je n'ai pas connu ma petite fille quand elle a fait ses premiers pas? Pourquoi je n'étais pas là quand mon petit-fils a perdu sa première dent? Pourquoi j'ai passé 12 Noëls à cuisiner pour personne pendant que vous construisiez des souvenirs de famille sans moi? Grégory a finalement pris la parole en utilisant ce ton condescendant qu'il avait perfectionné au fil des ans. Annabelle, nous comprenons que vous vous sentiez blessée, mais les familles ont parfois besoin d'espace pour grandir. Ce n'était rien de personnel contre vous. Le rire qui s'est échappé de ma gorge a sonné de manière si amère que même moi, j'en ai été surprise. Rien de personnel, Grégory. Tu as transformé ma fille en une étrangère. Tu as planté du poison dans son cœur contre moi. Tu as décidé que je n'avais pas ma place dans la vie que vous construisiez. Je me souvenais avec une clarté douloureuse du jour où Eleanor m'avait communiqué sa décision finale. C'était un mardi pluvieux d'octobre, il y a exactement 12 ans. Elle est arrivée à mon appartement avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Froide, distante, comme si elle accomplissait une obligation désagréable. Maman, Grégory et moi avons discuté, a-elle commencé sans même accepter le café que je lui avais préparé comme toujours. Nous pensons qu'il vaut mieux que tu aies moins de contact avec nous pendant un certain temps. Moins de contact, ai-je demandé, sentant le monde vaciller sous mes pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es plus la bienvenue chez nous. Ça veut dire que nous ne voulons plus que tu appelles constamment. Ça veut dire que nous avons besoin d'espace pour être une famille sans interférence extérieure. Interférence extérieure. C'est ainsi que ma propre fille m'avait appelé. Comme si j'étais une voisine fouineuse, une étrangère qui se mêlait d'affaires qui ne la regardaient pas. Pas sa mère, qui l'avait portée pendant 9 mois dans son ventre, qui avait passé des nuits blanches quand elle avait de la fièvre, qui avait fait des doubles journées pour payer son université. Eleanor, je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal, comment je t'ai déçu. Ma voix s'est brisée, mais elle est restée impassible. Il ne s'agit pas de ce que tu as fait de mal, maman.
Il s'agit de ce qui est le mieux pour mon mariage et mes enfants. Grégory a besoin de savoir que je mets notre noyau familial en premier, avant tout le monde. Avant tout le monde? C'est ce que j'étais pour ma fille. Tout le monde? Mais Eleanor, je suis ta mère. Je suis la grand-mère de tes enfants. Je ne suis pas une étrangère qui menace ton mariage. Grégory dit que les belles-mères causent toujours des problèmes dans les jeunes mariages. Il dit qu'il vaut mieux établir des limites claires dès le début. Grégory dit, Grégory pense, Grégory a besoin. À un moment donné, la voix de ma fille était devenue l'écho de la sienne. Ses pensées avaient été remplacées par les siennes. Son cœur avait été reprogrammé pour battre au rythme qu'il imposait. Et qu'en est-il de ce que tu dis, toi, Eleanor? Qu'en est-il de ce que tu penses? Qu'en est-il de ton cœur? Elle est restée silencieuse pendant de longues minutes, et pendant un instant, j'ai cru que la fille que j'avais élevée avec tant d'amour me reviendrait. Mais quand elle a parlé, sa voix a sonné creuse, répétée, comme si elle récitait les répliques d'une pièce de théâtre. Je pense que Grégory a raison. Je pense que c'est pour le mieux pour tout le monde, y compris pour toi, maman. Tu peux avoir ta propre vie sans te soucier de nous. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue. Après ce jour-là, Eleanor est devenue un fantôme qui m'envoyait occasionnellement des SMS froids et superficiels. J'espère que tu vas bien, maman. Joyeux anniversaire, bonne année. Des messages automatiques sans âme, sans amour, comme ceux qu'une entreprise envoie à ses clients. Les premiers mois qui ont suivi cette rupture ont été les plus sombres de ma vie. J'ai perdu du poids. J'ai perdu le sommeil. J'ai perdu espoir. Chaque matin, je me réveillais en espérant que ce n'était qu'un cauchemar, qu'Eleanor appellerait pour s'excuser, que tout redeviendrait comme avant. Mais le téléphone restait silencieux et la réalité devenait chaque jour plus lourde. C'est Martha qui m'a sauvé de sombrer complètement dans la dépression. Elle est apparue à ma porte un dimanche matin alors que j'étais au lit depuis 3 jours sans me doucher, sans manger autre chose que des biscuits salés et du thé glacé. Annabelle, lève-toi. Tu as 2 choix. Tu peux rester ici à mourir à petit feu pour une fille qui ne te mérite pas, ou tu peux construire une nouvelle vie qui soit digne de toi. Ces mots sonnaient durs, mais ils avaient la force de la vérité. Cet après-midi-là, elle m'a aidé à nettoyer mon appartement, à organiser mes recettes et à planifier ma nouvelle entreprise de dessert. Et c'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé, lentement, douloureusement, mais avec détermination. Chaque tarte que je vendais était un pas vers l'indépendance émotionnelle. Chaque client satisfait était une petite victoire personnelle. Chaque dollar gagné était la preuve que j'avais de la valeur, même si ma propre fille ne le voyait pas. Les dimanches au marché sont devenus ma thérapie hebdomadaire. Les dames qui achetaient mes desserts sont devenues ma nouvelle famille d'élection. Nous partagions des histoires d'enfants ingrats, de mariages qui divisaient les familles, de la solitude d'être mère dans une société qui vous jette quand vous n'êtes plus utile. Mon fils me dit que je suis trop dramatique quand je me plains qu'il ne vient pas me voir, m'a raconté une dame nommée Johanna en goûtant ma gélatine à la mangue. Mais ce n'est pas du drame. C'est une vraie douleur. C'est le besoin humain fondamental de se sentir aimé et valorisé par ceux que l'on a mis au monde. Maintenant assise dans mon salon, qui avait coûté plus cher que tout ce qu'Eleanor et Grégory possédaient ensemble, je me souvenais de chaque larme, de chaque nuit sans sommeil, de chaque anniversaire solitaire, et je les voyais là, petits et désespérés. Attendant quelque chose de moi après m'avoir tourné le dos pendant plus d'une décennie. Alors, après 12 ans de silence, ai-je dit d'une voix contrôlée, qu'est-ce qui vous amène exactement à ma porte? Grégory et Eleanor ont échangé un regard significatif. Finalement, il s'est de nouveau raclé la gorge. Annabelle, la vérité c'est que nous traversons une période très difficile. Une période très difficile, ai-je répété ces mots lentement, savourant l'ironie comme s'il s'agissait d'un miel amer. Quelle coïncidence extraordinaire que vous veniez me chercher juste quand vous avez des problèmes. Après 12 ans à considérer mon existence comme sans importance dans vos vies parfaites. Grégory bougea maladroitement sur le canapé, préparant clairement le discours qu'il avait répété pendant le trajet jusqu'à chez moi. Ses yeux évitaient les miens alors qu'il formulait les mots qui, pensait-il, adouciraient mon cœur. L'entreprise de construction a fait faillite il y a 6 mois, a-t-il finalement avoué. Nous avons perdu toutes nos économies. La maison étant saisie. Eleanor a dû quitter son travail pour s'occuper des enfants parce que nous ne pouvons pas payer la garderie. Nous vivons chez mes parents, mais ils ont aussi des problèmes financiers.
Éléanore acquiesçait désespérément, comme si confirmer leur malheur allait automatiquement générer ma compassion. Maman, les enfants demandent pourquoi ils n'ont pas leur propre chambre, pourquoi papa est toujours en colère, pourquoi maman pleure la nuit, nous ne savons plus quoi faire. Ah, ai-je dit en m'adossant dans mon fauteuil en cuir italien. Alors, maintenant je suis utile. Maintenant j'existe, maintenant je fais partie de la famille. Comme c'est pratique. Pendant ces 12 années d'ostracisme, j'avais développé une capacité particulière à lire entre les lignes, à détecter la manipulation émotionnelle. À me protéger des gens qui ne s'approchaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Les dames du marché m'avaient appris que les enfants retournent souvent vers leurs parents quand la vie les frappe, non pas par amour sincère, mais par pure commodité. Ce n'est pas ça, maman, a protesté Éléanore, la voix brisée. Nous. Je t'ai toujours aimé. J'ai toujours pensé à toi. C'est juste que les circonstances. Les circonstances. Je l'ai interrompu avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Parlons des circonstances, Éléanore. Quand ton premier fils a eu une pneumonie il y a 8 ans et qu'il a été hospitalisé pendant une semaine, où étais-je? Quand ton deuxième fils s'est cassé le bras en jouant au foot il y a 5 ans, m'as-tu appelé? Quand ta plus jeune fille a eu des problèmes à l'école l'année dernière, as-tu pensé à demander conseil à sa grand-mère? Chaque question était une flèche pointée vers le centre de sa culpabilité. Éléanore pâlissait à chacune d'elles car elle savait que la réponse était la même. Elle n'avait pas pensé à moi à aucun moment difficile de leur vie. C'est seulement maintenant qu'ils avaient besoin d'argent, quand leur monde s'effondrait financièrement, qu'ils s'étaient souvenus qu'ils avaient une mère. Nous savions que tu avais des problèmes financiers, a marmonné Grégory, essayant de justifier l'injustifiable. Nous ne voulions pas être un fardeau pour toi alors que tu pouvais à peine subvenir à tes besoins en vendant des desserts. L'audace de son commentaire m'a laissé sans voix pendant un instant. Non seulement ils avaient justifié mon exclusion à cause de ma pauvreté, mais maintenant ils avaient le culot de l'admettre ouvertement, comme si c'était une raison valable pour abandonner un être cher. Je vois, ai-je dit avec un calme qui m'a surprise. Donc, je n'étais pas assez bien pour vous quand j'étais pauvre, mais maintenant que vous connaissez ma nouvelle situation financière, je suis soudainement assez précieuse pour recevoir une visite. La vérité sur ma transformation économique était quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer. Il y a 3 mois, alors que je préparais des tartes pour la vente du dimanche, j'ai reçu un appel qui a changé mon destin pour toujours. C'était un avocat de la ville qui m'informait du décès de ma tante Joanne, la sœur de mon défunt père, qui vivait aux États-Unis depuis 50 ans sans que notre famille ne sache grand-chose d'elle. Tante Joanne avait été le mouton noir de la famille, celle qui était partie jeune à la recherche du rêve américain et n'était jamais revenue. Pendant des décennies, nous ne recevions que des cartes de Noël occasionnelles, mais nous ne savions jamais vraiment comment elle avait réussi dans la vie. Il s'est avéré qu'elle avait extraordinairement bien réussi. L'héritage comprenait une maison à Los Angeles qui s'est vendue 1,5 million de dollars, des comptes bancaires contenant 500 000 dollars supplémentaires, et plusieurs investissements totalisant 2 millions de plus. Du jour au lendemain, je suis passé du comptage de centimes pour acheter les ingrédients de mes desserts, à la possession de plus d'argent que je n'aurais jamais rêvé d'en avoir. Mais la chose la plus importante dans cet héritage n'était pas l'argent. C'était la lettre que tante Joanne m'avait laissée spécifiquement. Dans cette lettre, elle me racontait comment elle avait suivi ma vie à travers les réseaux sociaux, comment elle avait vu ma solitude, l'abandon de ma famille, ma lutte quotidienne pour survivre. Elle expliquait qu'elle avait décidé de tout me laisser parce qu'elle reconnaissait en moi la même femme forte qu'elle avait été. Quelqu'un qui avait été sous-estimé et abandonné par sa famille, mais qui n'avait jamais abandonné. Annabelle, disait la lettre de l'écriture tremblante d'une femme de 92 ans, j'ai vu comment ta fille t'a traité. J'ai vu ta dignité et ta solitude. Cet argent est pour que tu vives tes dernières années comme la reine que tu as toujours été, et non comme la mendiante qu'il voulait que tu sois. Avec cet héritage, j'ai acheté cette maison au bord de la mer, un endroit où je pouvais me réveiller chaque matin en écoutant les vagues et en respirant l'air frais, libre des souvenirs douloureux et des personnes toxiques. Pour la première fois en 12 ans, je dormais dans une paix absolue. Maman. Éléanore a essayé de s'approcher de moi, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je sais que nous avons fait de terribles erreurs. Je sais que nous t'avons blessé de façon impardonnable, mais nous sommes une famille. Le sang. Le sang, les jeux interrompus avec un rire amer. Éléanore, le sang ne signifie rien sans le respect, sans l'amour, sans la considération.
Tu as transformé notre lien familial en un morceau de papier mouillé que tu as jeté à la poubelle quand il ne t'arrangeait plus. Grégory s'est penché en avant, adoptant une posture de vulnérabilité calculée qu'il avait probablement pratiquée devant le miroir. Annabelle, nous comprenons votre douleur. Nous comprenons votre colère, mais les enfants sont innocents dans tout ça. Ils ne méritent pas de souffrir pour nos erreurs. Elle était là, la carte qu'il avait gardée pour la fin. Les enfants, mes petits-enfants inconnus, la manipulation émotionnelle la plus puissante qu'ils avaient dans leur arsenal. Ils savaient que mentionner les petits pourrait adoucir mon cœur, endurci par des années de négligence. Les enfants, ai-je demandé, sentant un mélange de douleur et de rage s'agiter dans ma poitrine. Ces mêmes enfants qui ont grandi sans savoir qu'ils avaient une grand-mère qui les aurait aimés inconditionnellement. Ces mêmes enfants à qui l'on a refusé l'amour, la sagesse et les soins de leur grand-mère pendant toutes ces années. Eleanor a recommencé à sangloter, mais cette fois ses larmes semblaient sincères, lourdes du poids d'une vraie culpabilité. Maman, Nous n'avons pas pensé aux conséquences à long terme. Grégory disait que c'était mieux pour le mariage. Que les belles-mères causaient toujours des problèmes. Grégory a dit, ai-je répété, regardant directement l'homme qui avait orchestré la destruction de ma relation avec ma fille. Grégory a pensé. Grégory a décidé. Et où était ta propre voix, Eleanor? Où était ton propre cœur? Ma voix s'est perdue quelque part entre les promesses d'un mariage parfait et la peur de contredire mon mari, a admis Eleanor avec une honnêteté qui m'a momentanément désarmé. Mais maman, maintenant je réalise tout ce que nous avons perdu. Les enfants demandent pourquoi ils n'ont pas de grand-mère. Parce que leurs amis parlent de leur grand-mère et eux n'en connaissent aucune. Ces mots étaient des poignards directement dans le cœur. Mais j'avais appris à ne pas laisser la douleur brouiller mon jugement. Pendant 12 ans, j'avais fantasmé sur ce moment. Le retour d'Eleanor, la reconnaissance de son erreur, la chance de rencontrer mes petits-enfants. Mais maintenant que cela arrivait, je réalisais que cela venait trop tard et pour de mauvaises raisons. Sais-tu combien d'anniversaires de mes petits-enfants j'ai manqué pendant que vous construisiez votre famille parfaite sans interférence extérieure, ai-je demandé, ma voix se durcissant à chaque mot. Sais-tu combien de nuits je suis resté éveillé à imaginer comment serait leur voix, leur rire, leur personnalité? Sais-tu combien de jouets j'ai achetés et stockés dans une boîte, attendant un jour qui n'est jamais venu? Grégory bougea nerveusement, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. Son plan d'adoucissement émotionnel ne fonctionnait pas comme il l'avait espéré, et je pouvais le voir calculer mentalement son prochain mouvement manipulateur. Annabelle, nous comprenons votre blessure, est-il intervenu avec cette voix condescendante qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Mais maintenant, nous pouvons changer tout ça. Les enfants peuvent vous rencontrer. Ils peuvent passer du temps avec vous. Nous pouvons redevenir une famille. Une famille, ai-je répété, savourant l'ironie de ces mots. Tu veux dire le genre de famille où la grand-mère n'est la bienvenue que lorsqu'elle a de l'argent pour résoudre les problèmes d'adultes irresponsables? La maison s'est remplie d'un silence tendu. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir les vagues de l'océan se briser contre les rochers, un rappel constant de ma nouvelle liberté et de mon indépendance durement acquise. Cet endroit représentait tout ce que j'avais accompli sans eux, tout ce que j'avais construit à partir des cendres de mon abandon. Au cours de ces 3 mois vécus au bord de la mer, j'avais développé une toute nouvelle routine. Je me réveillais chaque matin au son des mouettes, pas au cri silencieux de la solitude. Je préparais mon café dans une cuisine équipée des meilleurs appareils, pas dans le petit espace où je comptais chaque centime pour les ingrédients de base. Je me promenais sur la plage au coucher du soleil, sentant le sable entre mes orteils et le vent salé dans mes cheveux, libéré de la lourdeur émotionnelle que j'avais portée pendant des années. J'avais aussi commencé à aider d'autres femmes âgées qui, comme moi, avaient été abandonnées par leur famille. Martha avait emménagé dans un appartement près de chez moi, et ensemble nous avions créé un petit groupe de soutien pour les dames dans des situations similaires. Les mercredis après-midi, nous nous réunissions dans mon salon pour partager des histoires, des stratégies de survie émotionnelle et bien sûr, mes desserts faits maison. La liberté, m'avait dit Martha lors d'une de ces réunions, c'est de réaliser que l'on n'a pas besoin de l'approbation de ceux qui nous ont blessés pour être heureux. Ces mots avaient résonné dans mon cœur comme une cloche de vérité. Pour la première fois depuis des décennies, je vivais pour moi-même. Ne pas attendre des appels qui ne venaient jamais. Ne pas cuisiner pour des enfants qui ne me rendaient pas visite. Ne pas rêver de réunions de famille qui n'existaient que dans mon imagination. Maman. Eleanor s'est approchée du bord de mon fauteuil,
les yeux rouges à force de pleurer. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que je ne mérite pas de seconde chance. Mais je jure sur la tête de mes enfants que si tu nous aides maintenant, les choses seront différentes. Je serai différente. Différente comment, ai-je demandé, gardant une voix froide et contrôlée. Différente jusqu'à ce que vous résolviez vos problèmes financiers et que vous n'ayez plus besoin de moi? Différente jusqu'à ce que Grégory décide à nouveau que je suis une interférence dans son mariage parfait? Grégory s'est levé brusquement, montrant enfin sa vraie nature lorsqu'il a réalisé que sa stratégie de manipulation ne fonctionnait pas. Écoutez, Annabelle, je comprends que vous ayez des ressentiments, mais la réalité est que nous faisons tous des erreurs dans les familles. L'important c'est d'aller de l'avant, pas de rester bloqué dans le passé. Son commentaire fut comme une gifle. Après 12 ans d'abandon délibéré, il avait l'audace de minimiser ma douleur comme étant le fait de rester bloqué dans le passé, comme si ma souffrance était un choix capricieux plutôt qu'une conséquence directe de leurs actions cruelles. Aller de l'avant. Je me suis levé de mon fauteuil, sentant toute ma dignité s'élever comme une tour d'acier. Grégory, je suis déjà allé de l'avant. J'ai construit une nouvelle vie sans vous. J'ai trouvé la paix sans votre présence. J'ai découvert ma valeur sans votre validation. Eleanor s'est couvert le visage de ses mains, sanglotant avec un désespoir qui m'aurait brisé le cœur des années auparavant. Mais le cœur qu'ils avaient connu était mort à petit feu au cours de 12 années d'indifférence, et était rené en quelque chose de plus fort, de plus sage, de plus sélectif avec son amour. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, ai-je continué, marchant vers la fenêtre donnant sur l'océan. Vous êtes venu ici en vous attendant à trouver la même femme brisée que vous avez abandonnée il y a 12 ans. Vous vous attendiez à trouver quelqu'un de tellement désespéré d'avoir l'amour de sa famille qu'elle serait prête à payer n'importe quel prix pour quelques miettes d'affection. La vérité, c'est que pendant les premières années après leur abandon, j'aurais effectivement été prête à payer n'importe quel prix. J'aurais hypothéqué mon âme pour un coup de fil d'Eleanor. J'aurais vendu tout ce que je possédais pour un après-midi avec mes petits-enfants. J'aurais supplié d'être pardonné pour des offenses que je n'avais jamais commises, juste pour faire à nouveau partie de leur vie. Mais le temps et la douleur m'avaient enseigné de précieuses leçons sur l'amour-propre et la dignité personnelle. Les après-midi avec Martha et les autres dames m'avaient montré que l'abandon familial était plus courant que je ne le pensais, et qu'y survivre n'était pas seulement possible, mais que cela pouvait être le début d'une vie plus authentique et satisfaisante. Pendant des années, je m'en suis voulu, ai-je avoué, regardant toujours l'océan. J'ai pensé que j'avais échoué en tant que mère, que j'avais été trop envahissante, trop présente, trop aimante. Je me suis torturé à chercher le moment exact où j'avais perdu ma fille. Je me suis tourné pour leur faire face directement, et j'ai pu voir comment mes paroles les affectaient de différentes manières. Eleanor semblait sincèrement dévastée, comme si elle comprenait enfin l'ampleur des dégâts qu'ils avaient causés. Grégory, en revanche, montrait des signes d'impatience et de frustration, calculant clairement si cela valait la peine de continuer avec cette stratégie ou s'il devait essayer une approche différente. Mais finalement, j'ai compris la vérité, ai-je continué. Je n'ai pas perdu ma fille à cause de quelque chose que j'ai mal fait. Je l'ai perdue parce qu'elle a choisi un homme qui considérait le fait d'avoir une belle-mère présente comme une menace pour sa masculinité fragile. Je l'ai perdue parce qu'elle attachait plus d'importance à l'approbation de son mari qu'à l'amour de sa mère. Eleanor s'est levée, titubant comme si mes paroles étaient des coups physiques. Maman, ce n'est pas comme ça. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est juste. C'est juste que j'étais confuse. Grégory m'a fait croire que c'était pour le mieux pour tout le monde. Grégory t'a manipulé, les jeux corrigés. Mais tu lui as permis de le faire. Tu as choisi de croire à ces mensonges parce qu'ils étaient plus confortables que de défendre ta mère. Tu as préféré la paix artificielle d'un mariage sous contrôle à l'inconfort de poser des limites saines à ton mari. Le silence qui a suivi mes mots était assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale, le bruit lointain des vagues, la respiration agitée d'Eleanor. Grégory avait adopté cette posture rigide qu'il utilisait quand il se sentait acculé, se préparant à contre-attaquer ou à battre en retraite stratégiquement. Alors, qu'attendez-vous de nous, a finalement demandé Grégory, abandonnant toute prétention de remords ou de vulnérabilité. Sa question révélait exactement ce à quoi je m'attendais. Pour lui, il ne s'agissait pas de réparer les dommages émotionnels ou de reconstruire les relations familiales. C'était une transaction, une négociation où il s'attendait à payer le prix minimum nécessaire pour obtenir le bénéfice financier maximum. Je ne veux pas votre humiliation, Grégory,
ai-je répondu avec une sérénité qui m'a surprise. Ce que je veux, c'est quelque chose que vous ne pouvez probablement pas me donner, un respect authentique, un amour inconditionnel, et la reconnaissance que vous avez passé 12 ans à me traiter comme si j'étais une ordure. Eleanor s'est levée du canapé avec des mouvements tremblants, s'approchant de moi les mains tendues comme si elle voulait me toucher, mais sans oser le faire. Maman, je peux te donner ça. Je reconnais tout le mal que nous t'avons fait. J'ai passé ces derniers mois éveillé la nuit, me remémorant chaque moment cruel, chaque appel que je n'ai pas retourné, chaque invitation que je n'ai jamais envoyée. Ces derniers mois, les jeux interrompus, remarquant la spécificité de ses aveux. Que s'est-il passé il y a exactement 3 mois pour que tu te souviennes soudainement que tu avais une mère abandonnée? La couleur a quitté son visage, comme si elle avait été prise en flagrant délit de mensonge. Grégory lui a lancé un regard d'avertissement, mais il était trop tard. J'avais détecté l'incohérence dans son histoire de repentir spontané. Nous, a balbutié Eleanor, cherchant désespérément les mots justes. Vous avez découvert pour mon héritage, ai-je complété la phrase à sa place, sentant toutes les pièces du puzzle s'assembler parfaitement. Quelqu'un vous a parlé de ma nouvelle maison, de ma nouvelle situation financière. C'est pour ça que vous êtes ici. Pas par amour, pas par remords sincères, mais parce que vous avez découvert que la mère que vous avez abandonnée a maintenant de l'argent. Grégory a essayé de reprendre le contrôle de la situation, mais son masque de vulnérabilité s'était complètement fissuré. Annabelle, ce n'est pas vrai. Bien sûr, nous avons entendu parler de votre bonne fortune, et nous sommes heureux de savoir que vous allez bien, mais nous sommes venus. Pourquoi êtes-vous venus? Parce que vous êtes fauché, les jeux interrompus avec une froideur tranchante comme une lame. Vous êtes venus parce que vous avez désespérément besoin d'argent et que je suis votre dernier recours. Vous êtes venus parce que vous avez calculé que 12 ans d'abandon pourraient être pardonnés par quelques larmes bien jouées et de fausses promesses de réconciliation. La vérité sur la façon dont ils avaient découvert ma nouvelle situation m'était parvenue la semaine précédente par l'intermédiaire de Martha. Sa nièce travaillait à la banque où le transfert de mon héritage avait été traité et avait surpris des conversations au sujet de la dame qui vendait des tartes et qui avait maintenant des millions de dollars. Les commérages voyagent vite dans les petites villes, surtout quand il s'agit de transformations économiques aussi dramatiques. C'est monsieur Peterson de la boulangerie qui a raconté ça à la moitié de la ville, m'avait expliqué Martha lors d'un de nos après-midi café. Il dit qu'Eleanor et Grégory ont posé des questions sur toi, voulant savoir s'il était vrai que tu étais devenu riche du jour au lendemain. Cette information avait été comme un vaccin contre tout espoir romantique que j'aurais pu nourrir pour de véritables retrouvailles. Quand je les ai vus apparaître à ma porte, je savais déjà exactement pourquoi ils étaient là et ce qu'ils voulaient de moi. Maman, oui, nous avons découvert ton héritage, a finalement admis Eleanor, les larmes coulant sur ses joues. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes ici juste pour l'argent. Nous sommes ici parce que nous avons réalisé que nous avons fait la plus grande erreur de notre vie. Vous le réalisez maintenant, ai-je demandé, marchant vers la cuisine pour me verser un verre d'eau fraîche. Vous ne l'avez pas réalisé pendant les 12 années que j'ai passées à pleurer sur votre absence. Vous ne l'avez pas réalisé quand j'ai passé 3 Noëls consécutifs à l'hôpital pour une pneumonie parce que la solitude avait affaibli mon système immunitaire. Vous ne l'avez pas réalisé quand j'ai dû vendre mes bijoux de mariage pour payer mes médicaments. Chaque révélation était une bombe qui explosait dans le silence tendu de mon salon. Eleanor ne savait rien de mes maladies, de ma crise financière, des nuits où j'avais considéré qu'il serait plus facile de ne tout simplement pas me réveiller le lendemain. Pour elle, j'avais existé dans une bulle temporelle, figée au moment de son départ, attendant patiemment son retour éventuel. Nous ne savions pas, a murmuré Eleanor, mais son excuse sonnait creux même pour elle-même. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais posé la question, les jeux corrigés. Pendant 12 ans, vous auriez pu prendre le téléphone juste une fois pour savoir comment allait ta mère. Vous auriez pu envoyer un SMS pour demander si j'avais besoin de quelque chose. Vous auriez pu passer à mon appartement pour vérifier si j'étais encore en vie. Grégory s'est levé brusquement, clairement frustré que son plan de manipulation émotionnelle ne donne pas les résultats escomptés. Très bien, Annabelle, on a compris. Vous êtes en colère. Mais nous sommes ici maintenant. Nous sommes ici pour demander pardon, pour vouloir arranger les choses. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Sa question révélait la profondeur de son incompréhension quant aux dégâts qu'ils avaient causés. Pour lui, le pardon était quelque chose qu'on pouvait obtenir simplement en se présentant et en s'excusant.
Comme si 12 ans d'abandon émotionnel pouvaient être effacés par une seule conversation inconfortable. Ce qui compte, Grégory, c'est le moment que vous avez choisi pour venir. Vous n'êtes pas venu quand j'avais besoin de vous. Vous êtes venu quand vous avez besoin de moi. Je me suis dirigé vers la fenêtre donnant sur le jardin où j'avais planté des roses rouges qui fleurissaient magnifiquement sous le soleil de la côte. Ces roses représentaient ma renaissance, ma capacité à créer de la beauté même après avoir été cruellement taillé par ceux qui étaient censés prendre soin de moi. Pendant toutes ces années, ai-je continué sans me tourner pour les regarder, j'ai développé une philosophie très simple sur les relations humaines. Les gens vous montrent qui ils sont vraiment par leurs actions, pas par leurs paroles. Vous m'avez montré que je n'avais aucune valeur dans vos vies quand tout allait bien. Eleanor s'est approchée derrière moi et je pouvais sentir sa présence tremblante près de mon épaule. Maman, nous étions jeunes, stupides, influencés par de fausses idées sur le mariage et la famille, mais nous avons grandi. Nous avons mûri. Vous avez fait faillite. Je l'ai corrigé sans me retourner. Vous n'avez pas mûri. Vous avez fait faillite, et maintenant que vous avez besoin d'aide financière, vous vous souvenez soudain que vous avez une mère. Le silence qui a suivi a été brisé par la sonnerie de mon téléphone. C'était Martha, appelant probablement pour notre séance de jardinage hebdomadaire. J'ai laissé filer sur la messagerie vocale, mais son appel m'a rappelé une chose importante. J'avais une vie pleine et satisfaisante sans eux. J'avais des amitiés sincères, un but, la tranquillité d'esprit. Je n'avais pas besoin de la validation de personnes qui m'avaient traité comme un objet jetable. Savez-vous quel a été le moment le plus douloureux de toutes ces années, ai-je demandé en me tournant enfin pour leur faire face. Ce n'est pas quand vous avez cessé de m'inviter aux célébrations. Ce n'est pas quand vous avez cessé d'appeler. C'est quand j'ai réalisé que je vous aimais inconditionnellement. Mais votre amour pour moi avait des conditions que vous n'aviez jamais clairement expliquées. Eleanor a recommencé à sangloter. Mais cette fois, ses larmes semblaient provenir d'un endroit plus profond et plus sincère. Maman, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. C'est juste que j'ai laissé d'autres me convaincre que cet amour était problématique pour mon mariage. Et maintenant que ton mariage traverse une crise financière, ai-je observé, soudain cet amour n'est plus problématique. Comme c'est pratique. Grégory était resté silencieux ces dernières minutes, mais je voyais son esprit travailler, calculer, évaluer, chercher un nouvel angle d'attaque. Il a finalement parlé, adoptant un ton différent, plus direct et moins manipulateur. Son honnêteté brutale était presque rafraîchissante après tant de manipulations émotionnelles mal jouées. Au moins maintenant, nous parlions clairement de ce qu'il voulait vraiment de moi. Il est intéressant que tu mentionnes le concept d'entraide familiale, ai-je répondu avec un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Où était cette philosophie familiale quand je travaillais des journées de 14 heures à vendre des desserts pour survivre? Où était cette solidarité familiale quand je devais choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture? Savez-vous ce qui est le plus pathétique dans tout ça? Ai-je continué, sentant des années de douleur contenue se transformer en une clarté cristalline qui tranchait comme un scalpel. C'est que si vous étiez venu il y a un an, quand je vivais encore dans ce minuscule appartement, quand je comptais encore mes pièces pour acheter des ingrédients, je vous aurais probablement accueilli à bras ouverts. J'aurais pleuré de joie. J'aurais tout pardonné sans condition. J'aurais cuisiné pour vous jusqu'à tomber d'épuisement. Eleanor s'est couvert le visage de ses mains, ses sanglots désormais accompagnés d'un tremblement corporel qui montrait l'ampleur de son désespoir. Grégory, d'un autre côté, avait adopté une posture plus tendue, comme un animal acculé évaluant ses options de fuite. Mais l'argent m'a donné quelque chose que je n'avais jamais eu pendant ces 12 années d'abandon, ai-je poursuivi, marchant lentement dans mon salon tel une juge prononçant une sentence. Il m'a donné de la perspective. Il m'a donné la liberté de choisir qui mérite d'être dans ma vie et qui ne le mérite pas. Il m'a donné le pouvoir de dire non sans craindre les conséquences. Pendant mes premières semaines dans cette maison, j'avais passé de nombreuses heures à réfléchir à cette éventualité précise. Que ferais-je si Eleanor et Grégory apparaissaient à ma porte? Comment réagirais-je? Serais-je capable de maintenir ma dignité, ou m'effondrerais-je à la première occasion de retrouver ma fille? Martha avait été ma conseillère lors de ces profondes réflexions. L'argent ne change pas qui vous êtes à l'intérieur, m'avait-elle dit alors que nous buvions du thé sur ma nouvelle terrasse. Mais cela change la façon dont les autres vous voient et comment vous vous voyez vous-même. La question est, allez-vous utiliser cette nouvelle perspective pour être plus sage ou pour refaire les mêmes erreurs émotionnelles du passé?
Ces paroles avaient été prophétiques. Maintenant, face au scénario exact dont nous avions discuté, je réalisais que l'argent m'avait effectivement changé, mais pas de la façon dont Eleanor et Gregory l'espéraient. Il ne m'avait pas rendu plus généreuse avec ceux qui m'avaient blessé. Il m'avait rendu plus sélective quant à savoir qui méritait mon temps et mon énergie émotionnelle. Maman. Eleanor essaya de s'approcher de moi à nouveau. Je comprends ta colère. Je comprends ta douleur. Mais ne penses-tu pas que tout le monde mérite une seconde chance? Ne penses-tu pas que l'amour familial peut surmonter n'importe quelle erreur du passé? Une seconde chance, ai-je répété, savourant l'ironie de ses paroles. Eleanor, tu as eu des milliers d'opportunités en 12 ans pour rectifier ton erreur. Chaque jour où tu t'es réveillé était une opportunité d'appeler ta mère. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque fête des mères était une opportunité de te rappeler que tu avais une famille qui t'aimait inconditionnellement. Gregory bougeait nerveusement, calculant clairement s'il devait intervenir ou laisser Eleanor poursuivre sa stratégie d'appel émotionnel. Ses yeux continuaient d'examiner ma maison, évaluant, calculant, estimant probablement de combien d'argent il pourrait avoir besoin pour résoudre ses problèmes et combien il pourrait me demander sans paraître trop avide. La différence entre une seconde chance et une centième chance, ai-je continué, c'est que les secondes chances sont données par amour. Les centièmes chances sont données par désespoir. Vous n'êtes pas ici par amour. Vous êtes ici par désespoir financier. Eleanor s'est affaissée sur le canapé, comme si mes paroles avaient été des coups physiques. Tu as raison, a-t-elle murmuré d'une voix brisée. Tu as absolument raison. Nous sommes de terribles hypocrites. Nous sommes égoïstes. Nous sommes tout ce que tu dis. Son aveu de culpabilité aurait pu être touchant s'il n'avait pas été accompagné de l'attente évidente que la reconnaissance de ses erreurs entraînerait automatiquement mon pardon et, plus important encore, mon aide financière. Reconnaître tes erreurs n'est que la première étape, Eleanor, ai-je expliqué avec la patience d'une enseignante expliquant des concepts de base à un élève lent. La deuxième étape consiste à accepter les conséquences de ses erreurs. Et les conséquences d'avoir abandonné ta mère pendant 12 ans ne disparaissent pas simplement parce que tu as besoin d'argent maintenant. Je suis allé dans la cuisine et j'ai commencé à préparer du café. Pas parce que je voulais prolonger cette visite, mais parce que j'avais besoin d'un moment pour traiter le surréalisme de la situation. Après tant d'années à rêver de ces retrouvailles, la réalité était bien plus froide et calculée que je ne l'avais imaginé. Pendant que le café passait, j'entendais des chuchotements pressants entre Eleanor et Gregory dans le salon. Je ne pouvais pas distinguer les mots exacts, mais le ton était clairement celui de la stratégie et de la négociation. Ils recalibraient leur approche, cherchant de nouveaux angles de manipulation. Je suis revenu avec un plateau contenant une seule tasse de café. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré et j'ai bu lentement, les observant comme une scientifique étudiant des spécimens dans un laboratoire. « Ne vas-tu pas nous offrir du café ?» a demandé Gregory, clairement irrité par mon manque d'hospitalité traditionnelle. « Non », ai-je répondu simplement. « Ceci n'est pas une visite sociale. C'est une négociation, et dans les négociations, l'hospitalité implique des positions d'égalité. Nous ne sommes pas dans des positions d'égalité. » Eleanor semblait sincèrement blessée par ma froideur, mais Gregory affichait une expression de respect à contre-cœur, comme s'il comprenait enfin que la femme en face de lui n'était pas la même que celle qu'ils avaient abandonnée 12 ans auparavant. « Très bien », a dit Gregory en adoptant un ton plus direct. « Parlons clairement. Nous avons besoin de 100 000 $ pour sauver la maison et recommencer. Nous savons que vous avez de l'argent. Nous savons que nous sommes une famille. Qu'avez-vous besoin d'entendre pour nous aider ?» Sa question était tellement transactionnelle, tellement dénuée d'émotions sincères qu'elle m'a presque fait rire. Il avait réduit 12 années d'abandon familial à une simple négociation commerciale. Quel mot magique devait-il prononcer pour accéder à mon argent? Ce que j'ai besoin d'entendre, ai-je répondu après une longue gorgée de café, c'est la vérité sur les raisons pour lesquelles vous m'avez réellement exclu de vos vies. Pas des versions édulcorées sur des erreurs de jeunesse ou des influences extérieures. La vraie vérité. Eleanor et Gregory ont échangé des regards significatifs. Il était clair qu'ils avaient préparé plusieurs versions de leur histoire, mais aucune n'incluait l'honnêteté brutale que j'exigeais. La vérité, murmura Eleanor, c'est que Gregory m'a convaincu que tu étais problématique pour notre mariage. Problématique comment, ai-je insisté, ne lui permettant pas de se cacher derrière des euphémismes. Gregory prit la parole, réalisant probablement que la stratégie de victime d'Eleanor ne fonctionnait pas.
Je pensais que vous étiez trop présente, que vous aviez trop d'opinions. Je pensais que vous interfériez dans nos décisions de couple. J'interférais comment? Ai-je continué à faire pression, déterminé à extraire toute la vérité? Vous aviez toujours des suggestions sur la façon d'élever les enfants, sur la façon de gérer l'argent, sur l'endroit où vivre, admit Grégory avec une honnêteté qui lui coûtait probablement physiquement, et Eleanor vous écoutait toujours. Elle prenait toujours votre opinion en considération avant la mienne. Elle était là, la vérité toute nue. Grégory avait vu mon influence maternelle comme une menace à son contrôle total sur Eleanor. Il ne pouvait tolérer l'idée que sa femme est une source de sagesse et de soutien indépendante de lui. Donc, vous m'avez éliminé parce que je représentais une voie alternative dans la vie d'Eleanor, ai-je résumé. Vous m'avez éliminé parce que mon amour inconditionnel pour ma fille menaçait votre besoin d'être son unique source de validation et de direction. Le silence a confirmé mon analyse. Eleanor a finalement relevé la tête, les yeux rougis, mais avec une expression de compréhension tardive. Maman, maintenant je comprends que Grégory avait à tort. Je comprends que j'ai besoin de ta voix dans ma vie. Je comprends que j'ai fait la plus grande erreur de mon existence en choisissant de lui plaire plutôt que d'honorer notre relation. Ces paroles semblaient sincères, mais elles arrivaient avec 12 ans de retard et dans le mauvais contexte. Il était facile de reconnaître ses erreurs lorsque les conséquences de ces erreurs vous détruisaient financièrement. Tu comprends maintenant que tu as besoin de ma voix dans ta vie, ai-je répété lentement ces mots. Mais tu as spécifiquement besoin de ma voix pour dire oui à un prêt de $100 000. Eleanor a tressailli face à la précision chirurgicale de mon observation. Grégory, au contraire, semblait irrité par mon refus d'accepter le récit de repentance qu'ils avaient si soigneusement construit. Annabelle, ça suffit avec ces jeux psychologiques, a-t-il finalement explosé, montrant sa vraie personnalité pour la première fois de l'après-midi. On a compris. Vous êtes en colère. On a compris. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes là maintenant, demandant de l'aide, prêts à faire amende honorable. Que voulez-vous de plus? Son explosion était exactement ce que j'avais attendu. Le moment où le masque de vulnérabilité tomberait complètement et révélerait l'homme contrôlant et manipulateur qu'il avait toujours été. Le même homme qui avait convaincu Eleanor que l'amour d'une mère était une menace pour son mariage. Ce que je veux, Grégory, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais me donner, ai-je répondu avec un calme qui contrastait de façon dramatique avec son agitation. Je veux qu'on me rende 12 ans de ma vie. Je veux avoir connu mes petits-enfants depuis qu'ils étaient bébés. Je veux avoir été présente pour leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs premiers jours d'école. Je me suis levé de mon fauteuil et j'ai marché vers une étagère où je gardais les quelques photos de famille que j'avais sauvées de mon ancienne vie. J'en ai pris une en particulier, Eleanor, à 5 ans, souriant sans ses dents de devant, s'accrochant à ma jambe avec une pure adoration dans les yeux. Cette petite fille m'aimait inconditionnellement, ai-je dit en leur montrant la photo. Cette petite fille m'appelait sa meilleure amie, son héroïne, sa personne préférée au monde. Qu'est-il arrivé à cette petite fille, Eleanor? Eleanor a regardé la photo avec une expression d'une telle douleur intense que, pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Cette petite fille a grandi et est devenue une femme faible qui a permis à un homme peu sûr de lui de détruire la chose la plus précieuse qu'elle avait dans sa vie. Sa réponse m'a surprise par son honnêteté brutale. C'était la première fois de tout l'après-midi qu'elle montrait une réelle compréhension de l'ampleur de ce qu'elle avait perdu, et non pas seulement de ce qu'elle avait besoin de récupérer pour résoudre ses problèmes actuels. Exactement, ai-je confirmé, remettant la photo à sa place. Et maintenant, cette femme faible vient chercher la mère qu'elle a abandonnée, non pas parce qu'elle a trouvé sa force et sa voix indépendante, mais parce qu'elle a besoin d'argent. Grégory s'est levé brusquement, manifestement frustré par la direction que prenait la conversation. Vous savez quoi, Annabelle? Peut-être que vous aviez raison depuis le début. Peut-être que vous êtes trop dramatique, trop compliqué. Peut-être que c'était pour le mieux que nous nous soyons éloignés de tout ce drame émotionnel. Ces mots furent comme un cadeau inattendu. Après des heures de manipulation prudente, il avait enfin montré sa vraie nature, confirmant tout ce que je soupçonnais de lui depuis des années. Le voilà, ai-je dit, souriant sincèrement pour la première fois de tout l'après-midi. Le voilà le vrai homme, l'homme qui a convaincu Eleanor que l'amour maternel était un drame émotionnel, l'homme qui ne pouvait tolérer que sa femme ait une source de soutien indépendante. Eleanor a regardé Grégory avec une expression d'horreur grandissante, comme si elle voyait enfin quelque chose qui avait été devant elle depuis des années, mais qu'elle avait refusé de reconnaître. Grégory,
murmura-t-elle d'une voix tremblante. Penses-tu vraiment que ma mère est dramatique d'être blessée après que nous l'ayons abandonnée pendant 12 ans? Eleanor, ne la laisse pas te manipuler à nouveau, a répondu Gregory, adoptant ce ton paternaliste qu'il avait probablement utilisé pour la contrôler tout au long de leur relation. Elle joue avec tes émotions pour te faire sentir coupable. Non, a dit Eleanor avec une fermeté qu'elle n'avait pas montrée de tout l'après-midi. Elle ne joue pas avec mes émotions. Elle exprime la douleur légitime que nous lui avons causée. Elle est honnête sur les conséquences de nos terribles actions. J'ai observé cet échange avec l'intérêt d'une spectatrice regardant une pièce de théâtre que je connaissais par cœur. Il était fascinant de voir comment le désespoir financier avait commencé à fissurer la dynamique de pouvoir que Gregory avait si soigneusement construite au fil des ans. Eleanor, ai-je dit doucement, te rends-tu compte que même maintenant, dans ce moment de crise, ton mari est plus préoccupé par le contrôle de ta réaction que par la réparation des dommages qu'ils m'ont causés? Eleanor s'est tournée pour regarder Gregory avec des yeux neufs, comme si elle voyait un étranger. Tu as raison, murmura-t-elle. Même maintenant, il est plus préoccupé par le fait d'avoir raison que par le fait de faire ce qui est juste. Eleanor, ne te laisse pas confondre, a insisté Gregory, mais sa voix avait perdu l'autorité confiante qu'elle avait maintenue pendant des années. Nous devons nous concentrer sur la résolution de nos problèmes, pas sur le fait de rejuger le passé. Nos problèmes, ai-je répété, notant le choix spécifique des mots. Gregory, tes problèmes financiers ne sont pas mes problèmes. Ta faillite n'est pas ma responsabilité. Ton incapacité à maintenir une entreprise prospère n'est pas quelque chose que je devrais résoudre. La pièce s'est remplie d'un silence tendu alors que mes mots s'installaient dans la réalité de la situation. Eleanor semblait vivre une sorte d'éveil tardif tandis que Gregory luttait clairement entre différentes stratégies de manipulation. D'ailleurs, ai-je continué, même si je décidais de vous aider financièrement, quelle garantie aurais-je que vous ne disparaîtriez pas à nouveau de ma vie une fois vos problèmes résolus? Eleanor a ouvert la bouche pour protester, mais l'a refermée lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas de réponse convaincante. La vérité était qu'il n'y avait aucune garantie, et tout le monde dans cette pièce le savait. Pendant ces 3 mois à vivre ici, ai-je poursuivi, j'ai développé une routine magnifique et paisible. Je me réveille quand je veux. Je mange ce qu'il me plaît. Je regarde les couchers de soleil depuis ma terrasse. Je lis des livres que j'ai toujours voulu lire. J'aide d'autres femmes qui ont vécu des expériences similaires à la mienne. Je me suis approché à nouveau de la fenêtre, regardant les vagues qui se brisaient de façon rythmée contre les rochers. J'ai découvert que la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. J'ai appris que la solitude choisie est infiniment supérieure à la compagnie toxique. Maman, Eleanor s'est approchée par derrière, la voix à peine un murmure. Que dois-je faire pour mériter ton pardon? Que dois-je faire pour reconquérir ton amour? Je me suis tourné pour lui faire face, voyant dans ses yeux un désespoir qui allait au-delà de la crise financière. Pour la première fois, elle semblait comprendre qu'elle avait perdu quelque chose de bien plus précieux que de l'argent ou des biens. Eleanor, ai-je dit avec une profonde tristesse que je ne m'attendais pas à ressentir. Mon pardon n'est pas à vendre, et mon amour n'a jamais été perdu. Le problème est que tu as transformé notre relation en une transaction commerciale le jour où tu as décidé que je n'avais de valeur que lorsque j'étais utile pour toi. Gregory, voyant qu'il perdait le contrôle de la situation, a tenté une dernière approche désespérée. Annabelle, si vous ne nous aidez pas, les enfants vont souffrir. Ils vont perdre leur maison. Ils vont devoir changer d'école. Ils vont vivre dans la pauvreté. Pouvez-vous vraiment dormir en paix en sachant que vos propres petits-enfants souffrent? Son dernier appel était la carte qu'il avait gardée pour le dernier moment, la culpabilité liée au bien-être des enfants. C'était une stratégie calculée pour toucher la corde la plus sensible de n'importe quelle grand-mère. Gregory, ai-je répondu avec une sérénité qui m'a surprise. Les enfants vont souffrir à cause des décisions irresponsables de leurs parents, pas à cause de mon refus de les sauver des conséquences de ces décisions. C'est vous qui avez créé cette crise, n'est-ce pas? Pas moi. Eleanor a recommencé à pleurer, mais cette fois ses larmes semblaient provenir d'une compréhension plus profonde de ce qu'elle avait véritablement perdu au cours de toutes ces années. Les enfants vont souffrir, ai-je continué, sentant chaque mot suspendu dans l'air comme une sentence finale. Mais ils vont souffrir les conséquences d'avoir des parents qui ont privilégié la fierté plutôt que l'amour familial, qui ont choisi le contrôle plutôt que la connexion, qui ont considéré l'argent comme plus important que les relations. Eleanor s'est complètement effondrée sur le canapé, sanglotant avec une intensité qui m'aurait brisé le cœur des années auparavant.
Mais le cœur qui battait dans ma poitrine maintenant avait été forgé dans le feu de 12 années d'abandon et en était ressorti plus fort, plus sage, plus sélectif. Maman, a-t-elle murmuré à travers ses larmes. Que puis-je faire? Dis-moi, que puis-je faire pour arranger ça? Éléanore, ai-je répondu avec une tristesse profonde mais sereine. Certaines choses dans la vie ne peuvent pas être réparées. Certaines décisions ont des conséquences permanentes. Tu as décidé que je n'avais pas assez de valeur pour me garder dans vos vies quand tout allait bien. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je considère maintenant que vous avez assez de valeur pour vous sauver quand tout va mal. Grégory s'est levé avec des mouvements brusques, sa frustration débordant finalement en une pure colère. Vous savez quoi, Annabelle? Vous avez raison. Vous étiez une erreur depuis le début. Vous étiez une interférence constante dans notre mariage. Éléanore se porte mieux sans vos drames, sans votre besoin constant d'attention, sans votre manipulation émotionnelle. Ces mots furent comme un cadeau final de clarté. Après des heures de masque et de manipulation, il avait enfin montré sa véritable essence. Un homme si peu sûr de lui qu'il avait besoin d'isoler sa femme de toute source d'amour et de soutien pour se sentir puissant. Merci, Grégory, ai-je dit avec un sourire sincère. Merci de confirmer exactement qui vous êtes et pourquoi j'ai pris la bonne décision en ne vous aidant pas. Éléanore a regardé son mari avec une expression d'horreur et de compréhension tardive. Grégory, viens-tu vraiment de qualifier la douleur légitime de ma mère de drame? Viens-tu vraiment de confirmer que tu m'as manipulé pour l'éloigner? Éléanore, ne la laisse pas te confondre avec ces jeux d'esprit, a insisté Grégory. Mais sa voix avait perdu toute autorité. Nous avons besoin de cet argent. Nous avons besoin de sauver notre famille. Votre famille, ai-je répété en me dirigeant vers la porte d'entrée, a été détruite il y a 12 ans lorsque vous avez décidé qu'une belle-mère aimante était plus dangereuse que la faillite émotionnelle. Maintenant, vous récoltez ce que vous avez semé. Éléanore s'est levée en chancelant, me suivant vers la porte avec des pas incertains. Maman, s'il te plaît. Je jure que si tu nous aides maintenant, tout sera différent. Je serai différente. Je fixerai des limites avec Grégory. Je défendrai notre relation. Éléanore, ai-je dit en posant la main sur la poignée de porte. Tu promets d'être différente sous une pression financière extrême. Tu promets des changements que tu n'as pas réussi à faire en 12 ans de mariage. Pourquoi devrais-je croire que cette crise va magiquement vous transformer en de meilleures personnes? Grégory s'est approché, adoptant une attitude plus agressive. Annabelle, vous allez regretter cette décision. Nous allons dire à toute la ville comment vous avez abandonné votre propre famille dans le besoin. Nous allons faire en sorte que tout le monde sache quel genre de mère vous êtes vraiment. Sa menace était si prévisible qu'elle m'a presque fait rire. C'était la dernière carte désespérée d'un manipulateur qui avait perdu tout son pouvoir. La menace de détruire ma réputation sociale. Grégory, ai-je répondu avec un calme qui l'a visiblement désarmé. La ville sait déjà exactement quel genre de mère je suis. Ils savent que pendant 12 ans, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement à vendre des desserts pour survivre. Ils savent que je n'ai jamais dit du mal de vous malgré votre abandon. Ils savent que j'ai gardé ma dignité même dans la pauvreté. J'ai grand ouvert la porte, sentant la brise marine remplir ma maison d'un air frais et purificateur. Ce qu'ils vont découvrir maintenant, c'est quel genre d'enfant et de gendre vous êtes. Ils vont découvrir comment vous avez traité une mère aimante pendant 12 ans et comment vous ne vous êtes présenté à sa porte que lorsque vous aviez besoin d'argent. Éléanore s'est arrêtée sur le seuil, se tournant pour me regarder une dernière fois. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Du respect. Un respect mêlé de douleur, de regret, d'une compréhension tardive de ce qu'elle avait perdu. Maman, murmura-t-elle, j'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. J'espère qu'un jour nous pourrons trouver un moyen de guérir tous ces dommages. Éléanore, ai-je répondu avec une tristesse qui englobait des décennies de douleur. Le pardon ne consiste pas à oublier le passé. Il s'agit de se libérer du poids de la rancœur. Je me suis déjà libéré. Ce dont tu as besoin n'est pas de mon pardon. C'est d'apprendre à vivre avec les conséquences de tes décisions. Grégory est parti le premier, visiblement furieux et vaincu. Éléanore l'a suivi lentement, se retournant plusieurs fois comme si elle voulait dire autre chose. Mais les mots ne sont jamais venus. Je les ai regardés marcher jusqu'à leur vieille voiture cabossée, leurs petites silhouettes insignifiantes contre la toile de fond de l'océan infini. Après 12 ans,
ils avaient finalement quitté ma vie de la même manière qu'ils y étaient entrés, en cherchant quelque chose pour eux-mêmes sans rien offrir d'authentique en retour. J'ai fermé la porte doucement et je suis retourné dans mon salon où le silence résonnait comme une bénédiction. Il n'y avait ni cri, ni manipulation, ni drame émotionnel, juste la paix. Je me suis servi un verre de vin blanc que j'avais gardé pour une occasion spéciale et je suis sorti sur ma terrasse. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel dans des tons d'or et de rose qui se reflétaient sur les vagues calmes. Mon téléphone a sonné. C'était Martha. Comment ça s'est passé avec les visiteurs inattendus, a-t-elle demandé avec la sagesse de quelqu'un qui avait traversé des expériences similaires. Exactement comme nous l'avions prévu, ai-je répondu en prenant une gorgée de vin et en sentant la paix s'installer dans mes os. Ils sont venus pour de l'argent, pas par amour. Ils ont confirmé tout ce que nous savions déjà d'eux. Et comment te sens-tu? J'ai réfléchi à sa question en regardant une mouette planer gracieusement au-dessus des vagues. Je me sens libre, Martha. Je me sens complètement et absolument libre. Cette nuit-là, après l'appel de Martha, j'ai marché sur la plage sous les étoiles, le sable frais entre mes orteils, le son rythmé des vagues, l'immensité de l'océan s'étendant jusqu'à l'horizon. Tout me rappelait que j'avais choisi une vie de paix plutôt qu'une vie de complications familiales toxiques. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle de la visite d'Eleanor et Grégory s'est répandue dans la ville comme je l'avais prédit, mais les réactions ont été tout le contraire de ce que Grégory avait attendu. Les dames du marché ont exprimé leur soutien, beaucoup partageant des histoires similaires d'enfants qui n'apparaissaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. Vous avez fait ce qu'il fallait, Annabelle, m'a dit Monsieur Peterson de la boulangerie quand je suis allé acheter du pain une semaine plus tard. Une mère qui se respecte apprend à ses enfants à la respecter aussi. 2 mois plus tard, j'ai reçu un SMS d'Eleanor. Il était simple, sans manipulation, sans demande, maman, je suis en thérapie. J'apprends ce que sont les relations toxiques et les limites saines. J'espère qu'un jour, quand je serai vraiment prête à être la fille que tu mérites, tu pourras envisager d'apprendre à me connaître à nouveau. Je t'aime. Je n'ai pas répondu immédiatement. À la place, j'ai sauvegardé le message et j'ai continué ma nouvelle vie. Mes matinées de jardinage, mes après-midi à aider d'autres femmes plus âgées, mes soirées dans une solitude contemplative. Peut-être qu'un jour Eleanor trouverait vraiment sa voie indépendante. Peut-être qu'un jour elle apprendrait à fixer des limites saines avec Grégory. Peut-être qu'un jour nous pourrions construire une relation basée sur le respect mutuel au lieu d'un besoin désespéré. Mais en attendant ce jour, s'il devait arriver, je continuerai à vivre ma vie bien remplie et digne, entourée par l'océan infini, qui me rappelait quotidiennement que certains courants sont trop forts pour être modifiés. Et que la sagesse réside dans l'apprentissage de la navigation dans des eaux plus calmes. L'argent m'avait donné beaucoup de choses, mais la plus précieuse n'était ni la maison ni les luxes. C'était la capacité de choisir qui méritait mon temps, mon énergie et mon amour, et j'avais choisi sagement.